Quelques jours après les violences qui ont émaillé le sit-in de l'opposition à Kinshasa, l'organisation Justice et Paix Congo sort du silence et réclame l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les événements survenus le 12 juin dernier aux abords du Palais du Peuple. Dans un rapport rendu public, cette organisation de défense des droits humains affirme avoir documenté plusieurs cas de violence ayant conduit à la mort d'au moins 2 personnes. Elle évoque également des blessés, des arrestations, des actes d'intimidation visant des participants à cette manifestation organisée par la coalition de l'opposition C64. Justice et Paix estime que des responsabilités doivent être établies sans complaisance. L'organisation affirme que des signes avant-coureurs avaient été observés dès la veille du rassemblement et dénonce ce qu'elle qualifie de répression préméditée. Elle appelle les autorités judiciaires à identifier les auteurs, les commanditaires et les exécutants des violences afin que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles. De leur côté, les autorités ont annoncé l'ouverture des vérifications pour déterminer les circonstances exactes des incidents. Le gouvernement reconnaît l'existence des blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre, tout en promettant que les enquêtes permettront d'établir les faits avec précision. Alors que les appels à une enquête impartiale se multiplient, aussi bien au sein de la société civile qu'auprès de plusieurs organisations de défense des droits humains, cette affaire ravive les débats sur le respect des libertés publiques et la gestion des manifestations politiques en République démocratique du Congo. Pour les proches des victimes, une seule exigence demeure: que la vérité éclate et que les responsabilités soient établies. À Kisangani comme à Kasumbalesa, la présence des opérateurs économiques somaliens dans des secteurs stratégiques suscite de plus en plus d'interrogations. Du commerce des produits pétroliers au transport frontalier des marchandises, leur influence semble s'être renforcée au fil des années au point d'alimenter un débat sur la souveraineté économique de la République démocratique du Congo. À Kisangani, capitale de la Tchopo, ces opérateurs contrôlent désormais une part importante du circuit d'approvisionnement en carburant. Début juin, alors qu'une pénurie faisait grimper les prix et provoquait la colère de la population, leurs stations d'essence des fortunes ont réouvert avec un prix à la pompe revu à la baisse, passant de 7 500 à 5 000 francs congolais. Une mesure qui a contribué à apaiser les tensions dans la ville. À Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, c'est le secteur des transports qui est concerné. Depuis plusieurs mois, le gouvernement tente de rééquilibrer les choses. Un arrêté signé par le vice-premier ministre chargé des transports impose désormais qu'au moins la moitié des marchandises exportées depuis la RDC soient acheminées par des transporteurs congolais. Une réponse à la faible réserve nationale dans un secteur largement dominé par des entreprises étrangères. Selon le journal Ouragan, qui a consacré une enquête à cette question, seuls 5 à 6% des transporteurs opérant en RDC sont congolais, tandis que les entreprises étrangères, notamment somaliennes, capte l'essentiel des bénéfices. Le média rappelle également qu'il y a une dizaine d'années, la DGDA avait dénoncé un vaste réseau de contrebande pétrolière dans l'est du pays, des accusations que les entreprises citées avaient toujours rejetées. Entre nécessités économiques, vide laissé par les circuits formels et préoccupations liées au contrôle des secteurs sensibles, la montée en puissance de ces opérateurs étrangers relance les débats sur la protection des intérêts nationaux. Pour de nombreux observateurs, la RDC est appelée à renforcer sa régulation afin de garantir une plus grande participation des acteurs congolais dans les secteurs jugés stratégiques. Derrière l'image d'une rébellion qui affiche son contrôle sur plusieurs localités de l'Est de la RDC, un autre récit se dessine, celui d'un malaise grandissant au sein des structures politico-militaires de l'AFC M23, marqué par des frustrations, des difficultés de subvention
et une multiplication des défections. À Goma et dans plusieurs zones sous contrôle rebelle du Nord Kivu, des témoignages recueillis auprès d'anciens combattants et des personnes civiles ayant travaillé sous l'administration de l'AFC M23 évoquent des mois de salaires impayés, des promesses non tenues et une dégradation des conditions de vie. Certains décrivent un climat de méfiance et de démotivation, tandis que d'autres dénoncent des traitements jugés humiliants au sein de la chaîne des commandements. Ces récits semblent trouver un écho dans les chiffres avancés par l'armée congolaise. Début juin, les FARDC ont annoncé que plus de 200 combattants de l'AFC M23 s'étaient volontairement rendus dans les territoires de Lubero, Rutshuru, Masisi et Kalehe entre les mois d'avril et mai. Selon les autorités militaires, plusieurs de ces ex-combattants auraient évoqué la fatigue, les violences internes et les conditions de vie difficiles comme principale motivation de leur reddition. Des informations relayées depuis plusieurs mois font également état d'arriérés des soldes au sein des rangs rebelles. Dans certaines zones, cette situation aurait contribué à fragiliser la discipline interne et à accentuer les sentiments d'abandon chez des combattants recrutés pour beaucoup dans des conditions controversées. Toutefois, ces allégations n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante exhaustive et l'AFC M23 ne s'est pas publiquement exprimé sur ces accusations de manière détaillée. Mais pour plusieurs observateurs de la crise dans l'Est du pays, la répétition des détections et l'expression de ces mécontentements pourraient révéler des fissures au sein d'un mouvement confronté à la fois à la pression militaire, aux attentes des populations vivant sous son administration et aux incertitudes des processus de paix en cours. Au-delà du champ des batailles, cette guerre semble désormais se jouer aussi à l'intérieur même des rangs rebelles. Un fond moins visible, mais dont l'évolution pourrait peser sur la suite du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais veut entendre directement les préoccupations de ses ressortissants établis en Afrique du Sud. Face aux signaux d'alerte remontés de Pretoria, Kinshasa a décidé d'envoyer dans les prochains jours une mission institutionnelle chargée d'évaluer la situation de la communauté congolaise vivant dans ces pays d'Afrique australe. La décision a été prise lors du 92e Conseil des ministres. Selon le compte rendu officiel, plusieurs rapports transmis par l'ambassade de la RDC à Pretoria font état d'évolutions récentes nécessitant une attention particulière des autorités congolaises. Si le gouvernement n'a pas détaillé la nature exacte de ces préoccupations, celles-ci ont été jugées suffisamment importantes pour justifier une intervention rapide sur le terrain. Cette délégation multisectorielle aura pour mission de dresser un état des lieux complet et objectif des conditions de vie des Congolais installée en Afrique du Sud. Elle devra rencontrer les représentants de la diaspora, les autorités sud-africaines ainsi que les services diplomatiques congolais afin de recueillir des témoignages et des informations fiables sur les réalités vécues par les compatriotes vivant en Afrique du Sud. Au cœur de cette mission figure également l'identification des besoins prioritaires de la diaspora. Question de sécuriser accès à l'emploi, régularisation des documents administratifs, protection consulaire ou encore intégration sociale. Autant de défis qui devront être analysés afin de permettre au gouvernement de disposer d'une cartographie précise des difficultés rencontrées sur le terrain. Pour Kinshasa, la diaspora congolaise constitue un partenaire stratégique du développement national. Au-delà des transferts financiers qu'elle génère chaque année, elle représente un relais d'influence et un vivier de compétences pour les pays. À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer leur politique de proximité avec les Congolais de l'étranger et adapter leurs réponses aux réalités auxquelles ils sont confrontés. Un message clair, où qu'ils se trouvent dans le monde, les préoccupations des Congolais doivent désormais trouver un écho au plus haut niveau de l'État.
Un mois après l'annonce officielle de la résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, les bilans continuent de s'alourdir. Lors du briefing spécial du gouvernement tenu ce lundi 15 juin, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a dressé un nouvel état des lieux de l'épidémie qui frappe principalement l'est du pays. À ce jour, la RDC totalise 808 cas confirmés d'Ebola, 192 décès et plus de 50 patients guéris depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 15 mai dernier. Le ministre a également indiqué que 363 personnes sont actuellement prises en charge ou placées sous surveillance médicale dans les structures sanitaires mises en place pour la riposte. L'Ituri demeure l'épicentre de cette flambée épidémique, notamment dans la zone de santé de Mongwalu. Mais le virus s'est également propagé au nord Kivu et au sud Kivu. Au total, 31 zones de santé font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. Malgré la gravité de la situation, les autorités sanitaires veulent rassurer. Roger Kamba souligne que le taux de létalité est actuellement estimé à environ 23%, ce qui signifie que les chances de survie augmentent considérablement lorsque les malades sont pris en charge rapidement. Le ministre de la Santé publique voudrait ainsi faire comprendre à la population que, dès l'apparition des premiers symptômes, il faut consulter sans attendre les équipes médicales. La riposte se heurte toutefois à plusieurs défis. Dans certaines communautés, des réticences persistent face aux mesures sanitaires. Des familles hésitent encore à signaler les cas suspects ou refusent les enterrements sécurisés, pourtant essentiels pour freiner la transmission du virus. Le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades reste également un enjeu majeur. Pour renforcer cette lutte, plus d'1 millier de relais communautaires ont été déployés sur le terrain afin de sensibiliser les populations, détecter rapidement les cas et orienter les patients vers les centres de traitement. Face à Ebola, les autorités appellent à la vigilance collective car, au-delà des statistiques, chaque prise en charge précoce peut sauver une vie et chaque geste de prévention peut contribuer à stopper la progression de l'épidémie. L'Assemblée nationale a refermé les portes de sa session ordinaire de mars sur fond de tensions sécuritaires persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le président de la Chambre basse, Aimé Boji Sangara, a dressé les bilans des travaux parlementaires tout en réaffirmant la détermination des institutions congolaises à défendre l'intégrité du territoire national. Au cours de cette session, plusieurs textes ont été examinés et adoptés, traduisant, selon le bureau de l'Assemblée nationale, la volonté des députés de poursuivre les réformes engagées pour répondre aux attentes de la population. Contrôle parlementaire, examen des projets de loi et suivi de l'action gouvernementale ont rythmé les travaux des élus nationaux. Mais au-delà du bilan législatif, le contexte sécuritaire s'est imposé au cœur du message et Aimé Boji a salué la résilience du peuple congolais face à l'agression dont le pays est victime dans sa partie orientale. Il a réitéré le soutien de la représentation nationale aux forces armées de la RDC ainsi qu'aux populations affectées par les violences. Le président de l'Assemblée nationale a également réaffirmé la position de Kinshasa à l'égard du Rwanda, considéré comme principal soutien de l'AFC M23. Pour les institutions congolaises, aucune atteinte à la souveraineté nationale ne saurait être tolérée, tandis que les initiatives diplomatiques et régionales se poursuivent pour tenter de ramener une paix durable dans l'est du pays.